Alors maintenant que nous avons défini l'intégrale sur un segment d'une fonction continue, nous allons voir ses propriétés. Donc nous allons voir que les propriétés fondamentales sont très proches de celles des sommes discrètes, le symbole sigma. Donc par analogie, on dit souvent que le symbole intégral est une somme continue. Donc l'idée c'est quand on intègre de a à b, on se déplace continuellement, x prend toutes les valeurs entre a et b. Alors dans une somme discrète, on se déplace par sauts successifs sur les entiers. Alors cette analogie, on l'a un peu expliquée, puisque notre intégrale d'une fonction continue est définie comme la limite d'intégrale des fonctions en escalier qui approchent f. Et donc le symbole intégral est un peu d'une certaine façon la limite du symbole sigma quand le pas de la subdivision tend vers 0, c'est-à-dire quand les points deviennent proches. Donc avec cette définition, on sent bien qu'on ne peut pas du tout manipuler l'intégrale. Donc on va ne plus parler du tout de fonction en escalier, mais on va essayer d'établir des propriétés de base qu'on va utiliser dans les calculs qui font intervenir les intégrales. Donc les propriétés de base sont listées dans le théorème 8. C'est linéarité, positivité, croissance, inégalité triangulaire, relation de Chasles. Donc c'est grâce à ça qu'on va être capable de faire des calculs sans ne jamais parler de fonctions en escalier. Alors, les fonctions f et g sont continues et lambda est une constante réelle. Alors f et g sont continues sur un intervalle i. Ensuite, on se donne trois réels qui sont des points de l'intervalle. Donc f et g sont continues entre a et b, entre a et c, entre b et c, donc leur intégrale entre ces points sont aussi bien définies. Donc la linéarité, l'intégrale de lambda f de x plus g de x, c'est lambda fois l'intégrale de f de x plus l'intégrale de g de x. Donc on peut mettre en facteur les constantes multiplicatives, et ensuite l'intégrale est compatible avec l'addition. Donc ça sera vraiment très important. Pour les calculs. Maintenant, pour les encadrements, c'est-à-dire les inégalités, là, attention, il faut supposer que les bornes sont dans le bon sens. Alors la positivité, si en tout point la fonction est positive, alors son intégrale est positive. Donc attention, positivité de l'intégrale, ça ne veut pas dire qu'elle est tout le temps positive. Elle est positive si la fonction ne prend que des valeurs positives. La croissance de l'intégrale, si pour tout x, f de x est plus petit que g de x, alors l'intégrale de f de x est plus petite que l'intégrale de g de x. Donc en fait, on va procéder par intégration d'inégalités. On va montrer une inégalité entre les fonctions qu'on va intégrer pour avoir une inégalité entre les intégrales. Donc attention, ici, ce sont des nombres fixés, des constantes. À gauche, f de x et g de x, x est une variable. On voit que pour arriver à l'intégrale de a à b, il faut que ce soit vrai pour tout x entre a et b. Donc là, le quantificateur est très important. Et une fois qu'on a intégré, il n'y a plus de quantificateur ici. Ici, ça dépend de x. Ici, ça ne dépend plus de x. Quand on met dx, x devient une variable muette. Pour gérer la valeur absolue, on a l'égalité triangulaire. La valeur absolue intégrale, c'est plus petit que l'intégrale de la valeur absolue. Donc ici, cette intégrale est positive d'après le point A. Et la relation de Chasles, on peut couper en deux. Intégrale de a à b, c'est l'intégrale de a à c plus l'intégrale de c à b. Voilà. Donc ici, on se rappellera qu'il faut que les bornes soient dans le bon sens. Pour la relation de Chasles, on peut remarquer que je n'ai pas supposé que c est entre a et b. Donc en fait, on peut découper, mais pas forcément en se plaçant à l'intérieur de l'intervalle. Alors, il faut faire aussi attention que si on s'arrête à C, on repart de C, puisqu'on se déplace de façon continue. Donc on va de A à C, puis de C à B. Pas de problème. Alors que pour les sommes discrètes, si on s'arrêtait à P, il fallait repartir à P plus 1. Puisqu'on s'est déplacé comme ça par saut sur les entiers. On est arrivé à l'entier P, après on repart de l'entier suivant qui était P plus 1. Donc là, il y avait un trou entre ces deux valeurs. Donc nous allons voir comment on utilise ces propriétés. Donc l'idée c'est qu'on ne sait pas calculer les intégrales, mais qu'on peut quand même montrer des choses. Alors premier exemple, on fixe n un antinaturel et on appelle in l'intégrale de 0 à pi sur 2 de la fonction cos x puissance n dx. Donc on appelle ça les intégrales de Wallis. On va souvent en parler en exercice. Et donc, plutôt que calculer l'intégrale de cos carré, de cos cube, de cos puissance 12, on va faire directement le cas général, c'est étudier l'intégrale d'un cosinus à la puissance n.
Donc pour n fixé, in c'est un réel. Donc on a une suite de réels en fait, in. On appelle ça une suite d'intégrales. Donc attention, ça ne dépend pas de x, puisque x est une variable muette, ça ne dépend que de n. D'accord? Et donc on veut savoir par rapport à n, si c'est croissant ou décroissant, et qu'est-ce qui se passe quand n tend vers l'infini par exemple. Donc ici on demande de montrer que la suite converge, c'est-à-dire que quand n tend vers l'infini, in tend vers un réel L, qu'on ne saura pas calculer pour le moment. Donc première chose qu'on peut remarquer, c'est que si x est entre 0 et pi sur 2, donc l'intervalle d'intégration, cos x est positif, donc à la puissance n il est positif. Par positivité de l'intégrale, son intégrale est positive. Donc ça c'est vrai pour tout n, donc notre suite elle est minorée par 0. Voyons voir si elle est monotone. Donc on calcule classiquement in plus 1 moins in, puisque là par rapport à n c'est une suite. Donc ça fait l'intégrale de cos x puissance n plus 1 moins l'intégrale de cos x puissance n. Les intégrales ont les mêmes bornes, donc par linéarité, ça fait l'intégrale de cos x puissance n plus 1 moins cos x puissance n. Ici, pour avoir le signe, on factorise par cos x puissance n. Alors si on se place sur l'intervalle d'intégration, 0 pi sur 2, cos x c'est entre 0 et 1. Donc ici cos x puissance n est positif, cos x moins 1 est négatif, et donc le produit est négatif. Par croissance de l'intégrale, on intègre des deux côtés. À gauche, on trouve in plus 1 moins in. À droite, l'intégrale de 0, ça fait 0. On veut en fait démontrer que la suite in est décroissante. Conclusion, elle est décroissante minorée par 0, d'après le théorème de la limite monotone pour les suites. In est une suite convergente vers un réel, et on peut dire que ce réel est positif ou nul, puisque la suite est minorée par 0. Deuxième exemple, on demande de montrer que si a est plus petit que b, la valeur absolue de l'intégrale c'est toujours plus petit que b moins a fois le maximum de la fonction valeur absolue de f. Donc c'est pas très précis, mais c'est toujours vrai comme inégalité. Alors allons-y, donc on suppose que f est continu sur AB et que a plus petit que b. Donc comme f est continu, par composition avec la valeur absolue qui est continue sur R, la fonction valeur absolue de f est continue. Comme on est sur un segment, le théorème des bornes atteintes assure que valeur absolue de f a bien un maximum. Et par définition, pour tout x, valeur absolue de f de x est plus petit que ce maximum. Et pour simplifier, on va l'appeler grand M, parce qu'ici c'est pareil, quand on fait maximum de f de x par rapport à x, ça devient une constante, ça ne dépend plus de x. Donc là, le x est une variable muette, alors qu'à gauche, il ne l'est pas. Donc on le voit mieux quand on a appelé cette quantité grand M. Donc ensuite, on intègre entre a et b. Donc à gauche, intégrale de a à b de valeur absolue de f, à droite, intégrale de m, qui est constant, mb moins a. Or, l'inégalité triangulaire nous assure que la valeur absolue de l'intégrale est plus petite que l'intégrale de la valeur absolue. Donc par transitivité, on obtient que la valeur absolue de l'intégrale, c'est plus petit que m fois b moins a, ce qu'on voulait démontrer. Donc ces deux exemples sont importants puisque c'est les ingrédients de base pour faire d'autres exercices plus compliqués. Ils vous montrent bien que à chaque fois, le réflexe, ce n'est pas d'essayer de calculer l'intégrale, mais c'est plutôt de l'encadrer. Alors, des petits raffinements. Donc on a vu que l'intégrale d'une somme, c'était la somme des intégrales. Avec deux termes, on peut généraliser à n termes. Donc si on prend n fonctions continues et n réels, alors l'intégrale de la somme des lambda k fk de x, c'est la somme des lambda k fois intégrale de fk. Donc c'est cette propriété qui était vraie avec 2, par une récurrence qu'on va qualifier d'immédiate, elle devient vraie avec n fonctions. Alors cette formule va être très très importante dans les calculs. On voit qu'en fait, ça sera un peu comme le théorème de Fubini. On peut permuter le symbole sigma et le symbole intégral. Donc ce ne sera pas toujours possible quand on fera des choses
plus compliquées, des sommes infinies ou des intégrales plus compliquées que ce qu'on a fait là. Mais pour le moment, quand une somme a un nombre fini de termes et qu'on intègre sur un segment, là, ce chapitre, les symboles intégral et sigma commutent. Et en plus, quand vous avez l'intégrale de lambda k fk, vous pouvez mettre lambda k en facteur. Toujours par linéarité. Donc l'intégrale a de très bonnes propriétés par rapport à l'addition et commute avec le symbole sigma. Donc attention par contre pour la multiplication, l'intégrale d'un produit, ce n'est pas du tout le produit des intégrales. Prenez n'importe quel exemple, vous verrez que c'est faux. Et donc pour les produits d'intégrales, on ne sait rien faire, il n'y a pas de formule. Alors faites très attention, parce que si vous utilisez cette formule, vous savez calculer toutes les intégrales, mais ça sera tout le temps faux. Alors, deuxième raffinement, on s'est montré qu'une intégrale est positive en disant que la fonction ne prend que des valeurs positives. On va voir qu'on peut parfois montrer que c'est strictement positif. Alors, donc on prend f, une fonction continue et positive sur un segment AB, et il faut supposer que a est strictement plus petit que b, puisque si a égale b, l'intégrale est nulle, donc elle ne sera pas strictement positive. Donc, première chose qu'on peut dire, c'est que si la fonction est continue et positive et que son intégrale est nulle, donc vous imaginez une fonction positive mais l'air est nul, il n'y a qu'une seule solution, c'est que f est la fonction constante égale à 0. Ça aura des applications en algèbre linéaire, vous venez de montrer que f est le vecteur nul. Mais ça, on verra ça à la fin de l'année. Contraposé de ça, la contraposée de f est la fonction nulle, c'est il existe un réel pour lequel elle ne s'annule pas, et elle est positive. Dans ce cas-là, l'intégrale est strictement positive. Donc on va démontrer ce théorème. Alors, petite remarque, le théorème 8 était vrai pour les fonctions en escalier, la positivité était vraie, par contre le théorème 10 ne marche plus. Donc quand vous utilisez la stricte positivité de l'intégrale, on a envie que vous précisiez que la fonction est continue, c'est important, puisque quand les fonctions seront discontinues l'année prochaine, ce théorème ne marchera plus. Donc voyons la démonstration de ce théorème. Alors, donc on prend f continue sur AB, on suppose qu'en tout point elle est positive. On choisit en fait de montrer d'abord le deuxième point. Donc on suppose que f n'est pas la fonction constante égale à 0. Sur l'intervalle AB, il existe un point pour lequel elle est non nulle. Et notre but, c'est de montrer que l'intégrale est strictement positive. Alors l'idée, c'est que s'il existe un point pour lequel elle est non nulle, comme la fonction est positive, f de x0 c'est strictement positif. Et comme la fonction est continue, si elle prend une valeur strictement positive, au voisinage du point, elle va rester strictement positive. Donc ce qui est vrai en un point va devenir vrai en une infinité de points sur un petit intervalle. Démontrons cette idée. Donc f est continu en x0, donc f de x tend vers f de x0. Si on retranche la constante 1/2 de f de x0, et bien f de x moins cette constante tend vers 1/2 de f de x0. Or, ceci est strictement positif. Donc, d'après un théorème du chapitre sur les équivalents, si on trouve une limite finie non nulle, la fonction est équivalente à cette limite. Ensuite, cette constante est strictement positive, d'après un autre théorème du chapitre sur les équivalents. Eh bien, au voisinage de x0, les deux fonctions ont le même signe. Donc on vient de montrer qu'au voisinage de x0, f de x moins 1/2 de f de x0 est positif. Au voisinage de x0, ça veut dire qu'il existe un delta strictement positif, tel que pour tout point dans l'intervalle x0 moins delta, x0 plus delta. Donc ceci est positif, donc f de x est plus grand que 1/2 de f de x0. Ensuite on intègre sur cet intervalle, par croissance de l'intégrale. Donc à gauche, on obtient l'intégrale de x0 moins delta, x0 plus delta. À droite, on intègre une constante. Donc on trouve ça. Ça fait delta f de x0. Delta est strictement positif. F de x0 est strictement positif. Donc on a trouvé que l'intégrale
le long du voisinage est strictement positive. Ensuite, on utilise shall. Si on fait l'intégrale de a à b, on va de a à x0 moins delta, de x0 moins delta à x0 plus delta, et de x0 plus delta à b. Donc celle du milieu est strictement positive, on vient de le prouver. Celles de gauche et de droite sont positives ou nulles, d'après le théorème 8, puisqu'on intègre une fonction à valeur positive. Si on additionne trois nombres positifs et qu'un des trois est non nul, on trouve un nombre strictement positif. Et donc on a démontré le point 2. Et par contraposé de 2, on trouve que si l'intégrale est inférieure ou égale à 0, mais comme la fonction est positive, l'intégrale est positive, donc en fait si l'intégrale est nulle, alors pour tout x, f de x est égal à 0, c'est ce qui est écrit ici. Donc fin de la démonstration. Alors on va voir un exemple qui illustre ce théorème. On reprend les intégrales de Wallis. Donc on reprend IN. On a montré que c'était positif tout à l'heure, maintenant on va montrer que c'est strictement positif. Donc on appelle f de x l'intégrande, donc cos x puissance n. Et alors cette fonction est tout le temps positive, et en 0, elle vaut 1, donc elle est strictement positive. Comme elle est continue, par stricte positivité de l'intégrale, son intégrale est strictement positive. Et c'est terminé. Ce que vous avez tendance à écrire, ce serait ça, c'est que pour tout x, f de x est strictement positif, donc l'intégrale est strictement positive. Alors ça c'est vrai, mais sur les exemples, cette inégalité n'est pas vérifiée. Par exemple avec cos x puissance n, pour x égale pi sur 2, vous avez écrit que 0 est strictement plus grand que 0, ce qui est faux. Donc nous on a pris une hypothèse beaucoup plus faible que ça, c'est f de x est positive ou nulle pour tout x, et il existe un point où elle est non nulle. Alors dernière chose, donc quand on veut calculer la valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle b, on prend la valeur intégrale de a à b de f divisée par b moins a, la longueur de l'intervalle. Donc on va faire un exercice classique, très intéressant parce qu'il utilise les théorèmes du chapitre sur les fonctions continues, et en plus un exercice qu'on va utiliser dans une autre démonstration pour la simplifier. Donc ça fait trois très bonnes raisons de faire cet exercice. On va montrer que ce qu'on appelle la valeur moyenne d'une fonction est une valeur prise par la fonction. Voyons ça. Donc on suppose que la fonction est continue sur AB et que A est strictement plus petit que B. Et on appelle mu donc la valeur moyenne de notre fonction. Hein, ça ne dépend pas de x, c'est une constante. Montrer que c'est une valeur prise par la fonction, c'est montrer qu'il existe un réel x0 entre A et B tel que f de x0 égale mu. Alors, on va procéder par étapes. D'abord on va montrer que f a un minimum et un maximum, petit m et grand M, sur le segment AB. Eh bien c'est une conséquence du théorème des bornes atteintes, qui s'applique puisque f est continu sur un segment. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on va montrer que la valeur moyenne est comprise entre le minimum et le maximum. Alors, en effet, on sait que pour tout x, m est plus petit que f de x plus petit que grand M, par définition du minimum et du maximum. On intègre de a à b, par croissance de l'intégrale. À gauche et à droite, on intègre une constante, donc on trouve nb moins a, grand M b moins a. On divise par b moins a strictement positif. Au milieu, on trouve la valeur moyenne, à gauche et à droite, petit m et grand M. Donc c'est ce qu'on voulait démontrer. Dernier point, la moyenne est une valeur prise par la fonction. Donc, petit m et grand M, c'était le minimum et le maximum. Donc par définition, ce sont des valeurs prises par f. Donc il existe un S entre A et B tel que grand M, le maximum, ce soit f de S. Et il existe un point T entre A et B tel que le minimum, petit m, soit f de T. Et donc on va appliquer le théorème des valeurs intermédiaires sur le segment ST. Alors j'ai mis des flèches parce qu'on ne sait pas qui est le plus grand entre S et T, mais ça n'a pas d'importance. Alors comme S et T sont dans l'intervalle AB, le segment ST est inclus dans le segment AB. Et comme F est continu sur AB, F est continu sur ST. Donc on peut appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Alors notre valeur moyenne mu, elle était comprise entre petit m et grand M. Donc mu est compris entre f de t
et f de s, entre deux valeurs prises par la fonction, d'après le théorème de la valeur intermédiaire, il existe un x0 entre s et t, tel que f de x0 égale mu, c'est-à-dire mu est une valeur prise par la fonction entre s et t. Comme st est inclus dans AB, x0 appartient à B, donc on a bien prouvé qu'il existe un point de l'intervalle en lequel la fonction est égale à sa valeur moyenne. Donc un petit dessin pour illustrer, vous faites une fonction continue. Donc là on lit le minimum et le maximum. Donc si on essaie de trouver la moyenne de ces variations, bon je me suis mis à peu près là, on voit bien sur mon dessin qu'il y a un endroit où la fonction est égale à sa moyenne. Bon, bien sûr le dessin n'est pas une preuve, mais ça permet déjà de comprendre un petit peu ce qu'on a fait. Voilà, donc ceci termine cette première vidéo sur les propriétés de l'intégrale.